Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit concept qui j'espère vous plaira. Ouais, j'ai pas encore trouvé de rythmique de musique, mais voilà, un nouveau concept. Ok, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, ça me fait extrêmement plaisir et bien de vous retrouver, de vous voir, d'être avec vous. Franchement, depuis le 28 décembre, depuis que j'étais encore au Maroc, je suis tombée mais malade. Il y a un virus horrible qui voilà, se propage, qui se balade. Surtout que moi, je suis même pas une personne qui sort H24 et j'ai réussi à le choper. Et moi, vraiment pour me mettre dans le lit du 28 décembre jusqu'à même encore aujourd'hui, je suis encore faible, et ben c'est vraiment quelque chose qui est costaud. Mais alhamdoulilah, de jour en jour, et bien avec les médicaments, le repos, on se remet et bien d'attaque. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous proposer, c'est un nouveau concept. Je vais pas vous expliquer, je pense que vous allez comprendre tout seul et très très vite. Je vais vous laisser le temps et bien de vous installer bien confortablement pour regarder cette nouvelle vidéo et bien que j'ai envie de partager avec vous. Je vais vous laisser le temps de préparer votre petit snack, de faire tout ce que vous faites lorsque vous allez vous apprêter à regarder une de mes nouvelles vidéos, une de mes nouvelles histoires. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, eh bien évidemment, je vous invite à éteindre vos lumières, à mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc pour cette histoire numéro 1, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien je vous emmène en Arabie Saoudite avec un jeune homme qui a vécu une histoire, vous allez le voir, on ne peut plus incroyable et on ne peut plus flippante lorsque celui-ci a obtenu son diplôme pour être professeur. Sa première mutation, eh bien il ne l'oubliera jamais. Donc le jeune homme numéro 1 de notre histoire s'appelle Mohamed. Il venait juste d'obtenir eh bien son diplôme pour devenir professeur des écoles. Et il a été muté eh bien pour son premier travail eh bien dans une petite qaria, ça veut dire une petite campagne un peu éloignée de là où il avait l'habitude eh bien de vivre avec sa famille. Il était très triste et très peiné et très soucieux eh bien de s'éloigner d'eux puisqu'il n'aimait pas ça du tout, et d'être muté aussi loin pour un premier job, eh bien c'était un peu difficile psychologiquement pour lui. Mais bon, il aimait son travail et il savait qu'il y avait des gens eh bien, qui méritaient dans les lieux éloignés eh bien, d'acquérir le savoir et la connaissance. Et c'est souvent comme ça parce que même moi j'ai une cousine eh bien, au Maroc. La première fois qu'elle a été mutée, mais vraiment à l'autre bout du Maroc. À chaque fois quand c'est des premières mutations, eh bien souvent, eh bien, il les envoie dans des bourgades un peu éloignées. Mais revenons à l'histoire. Eh bien Mohamed, il va décider quand même d'y aller. De toute manière, il n'avait pas le choix. Il y va. Et quand il arrive, eh bien, c'est pire que dans ses cauchemars ou bien ce qu'il s'était imaginé. C'est vraiment un petit village niché au milieu des montagnes, éloigné de tout ce qui était technologique. La seule chose, eh bien, qui donne un peu de dynamisme à ce village, eh bien, c'est l'école et le petit hôpital qu'on pourrait même appeler, vous et moi, dispensaire. Mais à part ça, eh bien, il n'y a rien du tout. Et le nombre d'habitants de ce village est vraiment minime. Donc, pour Mohamed, c'était vraiment difficile. Pour Mohamed aussi, ce qui était difficile, c'était que les gens de ce village eh bien, ne te donnaient pas directement la confiance comme ça. Il fallait que tu la gagnes, il fallait que tu la mérites. Donc, lui qui était quelqu'un qui était très sociable, eh bien, c'était très difficile de voir que les gens, quand il les croisait eh bien, dans le village, certains se détournaient de lui et ne lui accordaient aucunement eh bien une petite discussion ni rien du tout. Donc il passe, il nous dit sa première semaine eh bien tout à fait normalement. Il essaye de s'habituer du mieux qu'il peut eh bien, à sa nouvelle vie. Deuxième semaine, ça se passe aussi normalement. Surtout qu'il va faire la connaissance d'un professeur qui est
vraiment âgé et qui lui fait rappeler son papa. Donc il va vraiment être très proche de ce vieux monsieur, et ce vieux monsieur aussi va être, vous allez voir, avec Mohamed, très gentil, et surtout rappelez-vous de ce vieux monsieur. Donc là-bas, il faut savoir qu'il a trouvé un logement. Donc il nous dit que le petit appartement qu'il a trouvé, il se composait comme ça. Il y avait un salon, 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, et voilà. Et il a dit, il savait pas pourquoi il y avait autant de doubles pièces, comme pourquoi 2 toilettes. Ça l'a un peu intrigué, mais il n'a pas plus calculé que ça. Par contre, vous allez voir qu'il aurait mieux fait de se renseigner sur cet appartement avant de décider de s'installer à l'intérieur de celui-ci. Bon, donc maintenant notre Mohamed, il est installé dans son petit appartement. Son travail, au fil des semaines, il s'habitue aux élèves, il s'habitue au village, il s'habitue même au caractère des gens du village, et ça commence à aller pas mal psychologiquement pour lui. Il se sent même un peu poussé des ailes, et il se sent juste en confiance. C'est bien d'être là et surtout d'exercer son métier. Et il dit qu'une nuit, il était allongé dans sa chambre, il était vraiment pas mal tard dans la nuit, et il a eu la sensation l'envie d'aller aux toilettes pour faire pipi ou je ne sais pas. Et donc, il va se lever. Par contre, il va pas aller dans la toilette qu'il utilisait au quotidien, qui était plus proche de sa chambre, c'est celle-ci qu'il utilisait, mais comme elle avait eu des soucis durant la journée, c'est-à-dire que il y avait des problèmes de plomberie dans sa salle de bain qu'il utilisait habituellement, il va décider d'aller dans la 2e salle de bain, qui elle n'était pas comme la première, c'est-à-dire que personne ne l'utilisait. En tout cas, lui ne l'avait jamais utilisé depuis qu'il s'était installé dans cet appartement. Donc Mohamed, il est installé sur le cabinet en train de faire ce qu'il devait faire, et il va commencer, puisqu'il est encore endormi et éveillé. Vous savez, quand on se lève la nuit et qu'on va sur les toilettes, on est un peu pensif, on est très très loin dans nos pensées, et il va se mettre à entendre des voix qui discutent à l'intérieur de son appartement. Donc Mohamed, il est encore assis sur son cabinet, et il va se mettre à se concentrer un peu plus sur les voix qu'il entend, pour vraiment se dire non mais attends, c'est pas un rêve, il y a vraiment des voix qui sont en train de parler à l'intérieur de ma maison. Je comprends pas ce que ces voix disent ou parlent, puisque la langue n'est pas la langue arabe. Mais à un moment donné, tout en étant sûr maintenant qu'il y avait des voix qui venaient de sa maison, il va se mettre à entendre quelque chose qui est en train de frapper à la porte de la toilette où il est. Donc de là, Mohamed, il a tremblé. Il était en panique, mais il s'est levé tout de suite. Pourquoi? Puisqu'il s'est dit, mais attends, il y a des gens qui sont à l'intérieur de ma maison, et carrément, ils osent frapper, venir me déranger quand je suis aux toilettes. Ils frappent à la porte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a ouvert la porte pour voir qui était rentré chez lui. Bidon isti'dan, ça veut dire sans son autorisation. Mais là, quand il ouvre la porte de la toilette, il n'y a personne. Donc de là, Mohamed, il va commencer à mener l'enquête en faisant des recherches dans son appartement. Il va chercher à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, mais il n'a rien trouvé, surtout personne. Donc de là, il a commencé à se poser tout un tas de questions, puisqu'il a distinctement entendu 2 voix qui étaient en train de discuter ensemble, et surtout quelque chose ou quelqu'un qui a frappé lorsqu'il était à l'intérieur de la toilette. Et cet événement-là ne s'était jamais produit depuis qu'il s'était installé à l'intérieur de cet appartement. Il faut savoir aussi que la région dans laquelle Mohamed était installé, je vous ai dit que c'était une région, un village, mais une région montagneuse. Et il faut savoir que dans cette région montagneuse, la pluie était très courante. Et comme par hasard, cette nuit-là, la nuit était en train d'être vraiment froide, mais surtout d'être pluvieuse. Il pleuvait à torrent, et ça rajoutait un espèce de stress et une espèce de peur, une angoisse de plus dans le cœur de Mohamed.
Mais pourquoi? Eh bien, je vous rajoute le détail de la pluie. C'est simple. Pour Mohamed, dans sa tête, étant un village, eh bien, qui n'était pas goudronné, mais c'était surtout des routes de piste. Et donc, quand il pleut, eh bien, ça fait et ça forme de la boue. Si quelqu'un était rentré à l'intérieur de la maison, quand il a fait les recherches, eh bien, il aurait dû trouver des traces de pas, eh bien, un peu boueuses. Mais il n'y avait rien du tout. Ni traces de boue, ni traces de pluie, ni traces de rien du tout. Donc de là, il a commencé vraiment à être pas bien. Donc le lendemain, cappuccino, cappuccinette, eh bien, même scénario qui va se produire, eh bien, pour Mohamed. Il va avoir la sensation, eh bien, encore une fois, l'envie d'aller aux toilettes, et il n'avait toujours pas ramené de pompée pour réparer la toilette qu'il avait l'habitude d'utiliser, eh bien, dans sa vie quotidienne. Donc il va retourner, eh bien, dans la toilette numéro 2 qu'il n'utilisait jamais, mais qui hier, il a vécu des choses, eh bien, étranges à l'intérieur de celle-ci. Bon, il y va, il récite un peu de Coran, il se dit que peut-être hier soir c'était juste un rêve, mais là, comme voilà, il était pas mal mieux réveillé que la veille, il s'est dit que normalement rien de grave ou rien comme hier ne devrait se passer encore une fois. Tu vois, là, c'était pas possible pour lui que ça se reproduise encore une fois. Donc il va aux toilettes, il s'installe comme la première fois, et de là, encore une fois, il va se remettre, eh bien, à entendre ces deux voix qui se mettent encore une fois à discuter alors que lui, il est encore dans les toilettes, et surtout, ça va revenir, refrapper, eh bien, à la porte des toilettes. Donc Mohamed, il nous dit que par contre, il comprenait pas, comme je vous ai dit, eh bien, la discussion, cette langue que ces deux choses, que ces deux personnes étaient en train de parler entre elles. Par contre, il dit que il avait bien, eh bien, capté la veille, eh bien, les paroles, la rythmique, le son et tout ça. Et il dit que c'était encore la même chose. Il n'y avait pas eu un son ou un mot de plus qui s'était rajouté, mais ces deux choses répétaient que la même chose, que la même chose. Bon. Il réouvre la porte de toilette et encore une fois, il n'y a rien du tout. Là, il décide de ne pas faire comme la veille, c'est-à-dire de chercher à gauche, à droite. Il se met instinctivement à réciter du Coran et il retourne dans sa chambre. Par contre, cette nuit-là, c'était impossible, eh bien, pour lui de s'endormir. Il avait trop peur et surtout trop de questions sur ce que, eh bien, c'était en train de se passer à l'intérieur de cet appartement. Donc, le jour se lève, il va se rendre à son travail. Il est pas mal perturbé, et lorsqu'il va être en salle de repos, le vieux monsieur que j'ai dit de vous rappeler, eh bien, qui lui fait rappeler son papa, qui était un professeur, eh bien, dans cette école depuis lui bien des années, eh bien, il va s'approcher de lui puisqu'il va voir que Mohamed est pas mal soucieux et qu'il a l'air d'avoir passé une sale nuit. Donc, de là, Mohamed, comme il estimait beaucoup ce vieux monsieur puisqu'il lui faisait rappeler énormément son papa, va se confier à lui, va se mettre à lui raconter, eh bien, les choses étranges qu'il avait vécues. Et maintenant, vous allez entendre, eh bien, ce que ce vieux monsieur va lui dire concernant son appartement. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, quand Mohamed il a fini de raconter à ce vieux monsieur, eh bien, ces 2 nuits d'horreur qu'il avait vécues, et surtout qu'il ne comprenait pas ce que ça pouvait être, et qu'il avait peur, et qu'il savait pas quoi faire, eh bien, ce vieux monsieur est resté un petit moment silencieux, puis il s'est retourné vers Mohamed et lui a dit « Écoute mon fils, la première fois que tu m'as dit eh bien que tu allais t'installer dans cet appartement, j'ai eu très peur pour toi et j'ai voulu te dire eh bien de ne pas le faire puisque cet appartement n'est pas bon. Mais j'avais peur de te perturber, de te stresser et de te faire peur pour rien, surtout que voilà, tu n'es pas un enfant de la région et tu n'as personne avec toi et je ne voulais pas te rajouter plus de tracas que ça. » Donc de là, Mohamed, il a commencé à le regarder et le vieux qui continue en lui disant « Et puisqu'il t'est arrivé telle et telle et telle chose, eh bien maintenant que tu en as parlé, il est bon pour toi et il est mieux pour toi. Et je te conseille vraiment de le faire, que tu ailles parler avec l'imam du village et que tu lui racontes eh bien cette histoire que tu m'as racontée. Il n'y a que lui qui pourra t'aider. » Donc de là, Mohamed, il était vraiment surpris et il était vraiment apeuré concernant l'histoire de cet appartement. Pour lui, au début, c'était un rêve, mais puis après, il se dit que c'est plus un rêve. Et quand il en parle, apparemment, cet endroit où il habite, eh bien, n'est pas bon. Jusqu'à aller voir l'imam, ça veut dire qu'on va rentrer dans quelque chose qui est une autre dimension, quelque chose qui nous dépasse. Donc, dans la tête de Mohamed, c'était clair. Il fallait qu'il se rende, eh bien, c'est l'imam du village. Mais le vieux, la manière dont il avait parlé, la manière dont il lui donne le conseil d'aller voir l'imam du village, il va quand même, eh bien,
se mettre Mohaned bien à réfléchir et surtout à être curieux et à vouloir savoir tout de suite bien c'est quoi l'histoire de son appartement. Donc il va demander à ce vieux professeur bien de lui parler un peu plus et de lui dire bien ce qu'il savait déjà lui sur son appartement. Donc de là, le vieux va se mettre à lui raconter bien un peu ce qu'il savait concernant l'appartement de Mohaned. Donc le vieux monsieur lui dit: écoute ya waladi, genre écoute mon fils. Cet appartement, il était habité bien par un monsieur qui avait 2 garçons et qui avait une femme. Un jour, bien ce monsieur qui habitait dans l'appartement nous a dit qu'il partait avec sa famille pour les vacances d'été, et lorsque la fin de l'été est venue et qu'il devait rentrer, seul lui est revenu sans sa femme et sans ses enfants. Et de là, il faut savoir que ce monsieur a vécu bien dans son appartement toute sa vie jusqu'à sa mort. Et il y a vécu seul. Donc le vieux continue en disant que lorsque la mort ce monsieur-là qui habitait tout seul bien dans son appartement a été connue de tous, bien ces 2 garçons qu'on n'avait pas revus depuis des années sont revenus, ont réglé tout ce qui devait être réglé. Et en fait, on laissait cet appartement pour en faire une rentrée d'argent, bien en le louant à des gens comme toi, des professeurs qui sont juste de passage, bien en le louant, et en fait, ça leur faisait une rentrée d'argent. Mais le vieux lui rajoute, ce qui est étrange, c'est que personne n'arrive d'habitude bien à rester plus de 2 jours à l'intérieur de cet appartement sans qu'il ne s'enfuit, sans qu'il ne parte et sans bien qu'il ne lui arrive quelque chose. Donc de là, Mohaned, il était extrêmement choqué et apeuré d'entendre toute cette histoire concernant son appartement qu'il a habité maintenant depuis plusieurs semaines déjà. Donc de là, il va directement, après son travail, aller voir l'imam. Donc Mohaned, une fois son travail fini, bien il va se rendre chez l'imam. Quand il arrive chez l'imam, il va commencer à lui raconter l'histoire que je vous ai racontée et l'imam va bien l'écouter. Au bout d'un moment, l'imam va prendre à son tour la parole et lui dire: mais tu sais mon fils, ça fait des années que je demande aux enfants bien de la personne à qui l'appartement appartenait bien de le fermer, de ne plus le louer, de le laisser comme ça, puisque je sais et je sens que cet appartement est mauvais. Et pourquoi bien l'imam savait que l'appartement était mauvais? C'est simple, puisqu'il y a des années de ça, avant que le père ne meure, bien il était venu le père lui-même chez l'imam pour se plaindre et lui dire qu'il entendait des voix dans sa maison, qu'il voyait des ombres et que quelqu'un ou quelque chose bien frappait à la porte de sa chambre ou des toilettes lorsqu'il y était. Donc c'est pour ça que l'imam savait depuis bien longtemps maintenant bien que l'appartement dans lequel aujourd'hui vivait Mohaned n'était pas bon et avait demandé bien aux enfants de la personne défunte de ne plus le louer, surtout que après, quand il y avait des autres personnes qui venaient, bien ces personnes se plaignaient de choses étranges et se sauvaient. Mais le détail qui va encore plus faire flipper Mohaned, c'est que l'imam va bien insister en disant que le père, celui qui est mort et à qui appartenait bien cet appartement, disait que les événements les plus étranges lui arrivaient lorsqu'il se rendait dans la toilette numéro 2. Donc Mohaned, il est vraiment concentré sur les paroles et sur l'histoire que l'imam il est en train de lui raconter, et l'imam il va rajouter un détail qui va être pour Mohaned bien quelque chose qui est vraiment possible, à savoir que l'imam lui dit l'erreur bien de ce propriétaire, l'erreur de ce monsieur défunt qu'il a faite et que beaucoup lui ont dit de ne pas le faire, c'est que c'était connu l'endroit où il a construit sa maison. Apparemment c'était un endroit où il y avait une maison déjà des djinns, des démons qui habitaient là-bas, et malgré bien que les gens lui ont dit de ne pas le faire, déjà il savait très bien que les montagnes c'était pas bon, mais si en plus de ça tu construis sur la maison de choses invisibles pourtant, mais qui sont mauvaises, puisque les gens savent et connaissent l'endroit mieux que toi, et toi tu décides quand même bien de faire et de transgresser les règles et de construire dessus une maison, bien sache que ta maison bien ne sera pas salima, c'est-à-dire ne sera pas bien, ne sera pas sécuritaire pour toi et te fera
du mal et du tort. Donc il lui continue en lui disant que il était venu lui-même, la personne à qui l'appartement appartenait, celui qui était mort, eh bien voir l'imam, s'était plaint, etc., etc. Et l'imam, son conseil, ça avait été, eh bien quitte cette maison et n'y reviens jamais. Et pour l'imam, dans sa tête, eh bien il allait le faire, mais il a remarqué, eh bien au fil du temps et au fil des jours, que le monsieur était toujours installé dans sa maison et qu'il n'avait pas bougé et qu'il n'était pas, eh bien, dans la situation d'un déménagement, d'un départ, mais qu'il était à l'intérieur de cette maison et qu'il n'allait pas bouger de là-bas. Donc l'imam, il dit, il comprenait tellement pas, ça l'a tellement intrigué, eh bien, qu'il va décider un jour d'aller voir ce monsieur pour lui dire, eh bien, pourquoi il était toujours pas parti, pourquoi il était toujours à l'intérieur de la maison. Donc l'imam, il dit que quand il est arrivé là-bas, il a frappé à la porte et le monsieur lui avait ouvert la porte. Il lui salue, le monsieur répond son salut et l'imam lui dit, mais ne t'avais-je pas dit de quitter cet endroit? Cet endroit n'est pas bon, tu m'en as parlé et le meilleur conseil et la meilleure chose pour toi à faire, eh bien, c'est de quitter cet endroit-là. Mais de là, l'imam, il n'était pas prêt à la réponse, eh bien que le monsieur qui est aujourd'hui mort lui a répondu. Il lui a dit que non, il n'allait pas partir, qu'il allait rester et que surtout, il s'était habitué, eh bien, à ces choses qui habitaient avec lui. En gros, lui faisait sa vie et eux faisaient la leur. L'imam, il était super choqué. Le monsieur, il lui rajoute que oui, parfois encore, il frappe à sa porte lorsqu'il dort ou bien lorsqu'il est aux toilettes. Il voit des ombres, il entend des voix, mais il fait comme si en fait tout ça n'existait pas. Il cherche pas à rentrer en conflit avec eux. Ces choses-là aussi ne l'ont jamais fait du mal. Donc, pour lui, il n'a pas lieu, eh bien, de quitter sa maison. Donc l'imam, il disait, plus il parlait, plus il avait, eh bien, la sensation que le visage du monsieur n'était plus le même visage qui était venu le voir la première fois, qui était apeuré, qui cherchait, eh bien, une solution, qui avait peur. Mais c'était un autre visage, une autre voix, un espèce de sourire narquois. Il dit que l'imam, le monsieur a vraiment changé en restant vivre tout seul à l'intérieur de cette maison. Donc l'imam, il a dit au bout d'un moment, eh bien il a arrêté d'assister avec le monsieur pour qu'il parte de cette maison puisqu'il voyait que voilà, il devenait de plus en plus bizarre et donc il a décidé, l'imam, eh bien de s'éloigner de ce monsieur et de ne lui apporter aucune aide puisque la première fois il ne l'a pas écouté. Mais l'imam, il avait beaucoup de questionnements quand même dans sa tête. Il dit à Mohamed concernant ce monsieur, déjà comment ça se fait que il est parti ramener sa famille en vacances et que il revient tout seul pour vivre tout seul alors qu'il avait une femme et 2 enfants. Ok, après sa mort, ils ont apparu les 2 garçons. Mais pendant tout ce temps, où ils étaient? Ils étaient où? Comment ils ont vécu? Ça, tous les gens du village, ça les interrogeait. Ils étaient pas bien. Et puis, il commençait toujours, ce monsieur, à laisser les volets de plus en plus fermés, même en journée, à ne plus sortir, à rester vraiment à l'intérieur de son habitation. Et il y avait quelque chose d'étrange. Et tous les gens du village, ainsi que l'imam, ils disent que quand il passait à côté de la maison, il sentait, eh bien, comme une forme d'oppression. Il se sentait vraiment pas bien et il comprenait pas comment, en fait, ce monsieur arrivait à rester à l'intérieur de celle-ci. Donc, l'imam, il a mis une croix sur cette maison et il a mis une croix sur ce monsieur. Donc, une fois que l'imam a fini de raconter toute cette histoire, eh bien, à Mohamed, et surtout qu'il ait vu Mohamed sur le visage de l'imam, la peur encore, malgré que cette histoire s'est passée il y a des années, la crainte qu'il avait, eh bien, il a décidé tout simplement, Mohamed, de rentrer dans cette maison, c'était encore la journée, de faire ses bagages et de partir. Il a demandé à quitter, non cet appartement, mais carrément après à quitter ce village, à quitter cette région à jamais. Et il remercie Dieu, eh bien, que rien de plus grave ne lui soit arrivé, qu'il ait gardé tout son esprit et que voilà, il ait pu se sauver, eh bien, de cette histoire-là. Mais il dit qu'il n'oubliera jamais ce village, jamais cette maison, jamais ses voix, jamais ces toc-toc à la porte. Il était vraiment, vraiment pas bien.
Donc Mohamed, il a réussi à quitter ce village. Sa mutation a été acceptée, non sans mal. Il a dû passer par des connaissances à lui et il a réussi comme ça à se sauver de cet endroit. Mais il avait vraiment envie de partager son expérience paranormale avec le plus grand nombre et surtout il dit que cette histoire lui est arrivée au début de sa carrière. Maintenant ça fait plus de 10 ans qu'il est professeur, mais jamais, ô combien jamais, il n'oubliera cette première mutation. Donc, pour moi, Mohamed, il a bien fait de ne pas tenter le diable et de rester à l'intérieur de cette maison en se disant que c'était sûrement juste des légendes, mais il a bien fait de quitter non cette maison, mais aussi ce village. Surtout quand on écoute les histoires les plus flippantes, la plupart de celles que je vous ai racontées se passent toujours aux abords de montagnes, dans des endroits comme ça, montagneux. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette histoire numéro 1. Et maintenant, nous allons à l'histoire numéro 2. Donc pour cette histoire numéro 2, nous sommes toujours en Arabie Saoudite et celle qui nous raconte cette histoire, cette fois, c'est une jeune femme qui est aujourd'hui âgée de 25 ans. Mais lorsque cette histoire s'est passée, elle avait 16 ans. Et cette histoire s'est passée et est arrivée à sa maman. Donc cette jeune femme s'appelle Shada. Donc Shada nous dit que lorsqu'elle avait 16 ans, elle habitait d'abord au Yémen et il y avait beaucoup de guerres. Donc sa famille avait décidé de partir en Arabie Saoudite. Ils avaient été acceptés, non sans mal parce que il y avait des frictions entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, mais ils ont tout de même pu, avec des connaissances, pu s'installer en Arabie Saoudite. Donc, ils se sont installés dans un nouveau quartier, dans un nouveau pays et surtout dans une nouvelle maison. Donc elle dit, lorsqu'ils sont arrivés en Arabie Saoudite, c'est comme si c'était un nouveau chapitre qui s'était ouvert, mais surtout une nouvelle sens et une nouvelle vie. Elle dit que son père, il a trouvé un métier et un métier qui était très très bien payé au niveau du salaire. Elle dit que les personnes du quartier où ils habitaient, le voisinage étaient des gens très gentils, ils les ont tous accueillis à bras ouverts et que elle avait des frères et sœurs et que sa maman était une mère au foyer. Shada nous dit que lorsque cette histoire va arriver à sa mère, c'était une nuit banale, très très bien, ils étaient en famille, c'est la journée, il y avait eu toute la famille qui était venue les voir, puisqu'ils avaient la famille installée depuis des années en Arabie Saoudite, et ils étaient venus passer l'après-midi chez eux, et le soir, il y avait une tante à eux qui était restée. Et elle dit qu'à un moment donné, elle ne sait pas comment ni pourquoi, mais que sa mère a commencé à se prendre la tête avec son père, avec son mari, pour une dispute, elle dit tout à fait banale, mais quelque chose qui était vraiment anodin et que ça va partir vraiment en freestyle, ça va vraiment aller loin. Bon, tous les couples, ils se battent, tous les couples se disputent, ça arrive, c'est normal. Elle dit c'est quelque chose qui arrive dans toutes les familles, mais elle dit la seule différence avec sa famille à elle, c'était que ses parents ne se disputaient pas d'habitude devant eux, c'était toujours à l'écart des enfants. Et là, ces jours-ci, c'était devant eux, en plus c'était des disputes vraiment qui partent vraiment d'un petit détail et que ça fait des grosses sauces. Elle dit c'était récurrent ces derniers temps, mais ce soir là, elle dit donc après cette énième encore dispute, le père il a dit bon ça y est j'ai mal à la tête, je vais aller dormir. Donc elle a dit le père il est parti, il est rentré dans sa chambre pour dormir. Shada et ses frères et sœurs chacun est parti dans la chambre, la maman restait avec la tante dans le salon. Et elle dit que tout se passait normalement. À un moment donné, Shada elle va sentir de la soif, donc elle va descendre de sa chambre vers le salon. Elle voit toujours sa mère assise et sa tante, donc elle est partie dans la cuisine, elle a bu de l'eau, elle a décidé de venir s'asseoir avec eux et de regarder la télé. Donc elle dit, ils sont là, la tante, la mère et Shada en train de regarder la télé, et elle dit, Shada à un moment donné, elle voit sa mère qui se lève et qui va direction la cuisine. Donc elle dit, elle calcule pas, elle avait sûrement soif ou sûrement envie de ramener quelque chose à grignoter pour regarder la télé, et elle dit que là, elle et sa tante, ainsi que toute la maison, vont se mettre à entendre de la vaisselle qui est en train de violemment se casser dans la cuisine.
Donc elle dit, de là, elle et sa tante, ils se sont regardés en train de se demander, mais il se passe quoi? Et tout le monde a entendu dans la maison. Donc Shahada et sa tante, ils se lèvent direction la cuisine pour voir il se passe quoi et il arrive quoi à la maman. Et quand Shahada arrive dans la cuisine, elle dit eh bien qu'elle voit sa mère qui est en train de péter toute la vaisselle, mais d'une manière hystérique, en hurlant, en insultant, en mettant toute la force, en pétant tout, mais d'une manière vraiment très violente. Donc de là, Shahada, elle est extrêmement choquée. Elle dit qu'elle n'arrive même pas à rentrer dans la cuisine tellement qu'elle reconnaît pas sa mère. La tante, c'est pareil. Donc les cris et le bruit, ça a ameuté les deux autres frères, ainsi que le père qui était pourtant endormi. Donc Shahada, elle dit, le temps que son père arrive dans la cuisine, eh bien sa mère a eu le temps de se munir d'un grand couteau de cuisine et de le mettre eh bien sur son cou. Et lorsque son mari est rentré, il a voulu s'approcher d'elle eh bien pour lui enlever le couteau. Eh bien elle lui dit, si tu fais un pas de plus, je te jure que je me plante le couteau dans le cou. Donc elle dit, Shahada, la tante, les frères et le père, ils étaient choqués. Ils reconnaissaient pas eh bien leur mère. Ok, elle avait déjà fait des crises, mais des crises à ce point-là, jamais. C'était une première. Et elle avait l'air d'être très sérieuse. Elle transpirait, elle dit Shahada, à grosses gouttes au niveau du front. Elle tremblait, elle était plus elle-même et c'était vraiment très grave. Donc de là, le père, il va même pas avancer puisqu'il veut pas que sa femme se fasse du mal. Il était choqué et il va se mettre à dire ok, t'inquiète, je m'approche pas de toi, mais vous allez voir en fait ce qu'il va faire. Elle dit Shahada, eh bien que l'agencement de leur appartement, cette nuit-là, va beaucoup les aider et surtout va beaucoup aider le père dans le fait de maîtriser sa mère, de maîtriser sa femme. À savoir qu'elle dit qu'ils avaient un grand balcon et que ce balcon-là, il y avait une entrée dans le salon et aussi on pouvait rentrer par la cuisine. Donc c'était joint le balcon salon avec le balcon cuisine. Donc le père, quand il a dit ok je vais pas tousser, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le salon, il est rentré dans le balcon, la fenêtre de la cuisine, alhamdoulilah, Dieu merci, elle était entrouverte, donc il a poussé tout doucement bien le balcon sans que la mère ne réagisse, ne sache que son mari en fait était derrière elle et il a réussi bien à la maîtriser pour essayer de lui enlever le couteau. Donc une fois que le père a maîtrisé bien sa femme, il dit que là c'était vraiment l'enfer pour lui déplier la main sur le couteau. Il y avait le père, Shahada, la tante et les deux garçons contre une femme. Il a dit Shahada, sa mère c'était une femme qui était de petite taille et menue. Donc genre lui enlever un couteau ça aurait dû être facile. Mais Shahada elle dit que la force que la mère elle avait cette nuit-là et bien dans son corps et surtout dans sa main, c'était abusé et la détermination. Elle faisait un bruit avec sa gorge quand il voulait lui desserrer les mains, genre comme ça, vraiment bizarre. Elle avait des yeux avec un regard noir. Ils étaient en panique, mais ils savaient pas comment faire. Donc ils sont restés à se débattre bien avec la main pour enlever le couteau. Et au bout, elle dit de très longues minutes, le père a réussi bien à enlever le couteau des mains de sa femme. Donc de là, elle nous dit Shahada que lorsqu'ils lui ont enlevé le couteau, elle est revenue un peu à elle-même, elle était calmée, ils lui ont donné de l'eau à boire, ils l'ont installée dans le salon et ils lui ont dit que voilà, il s'était passé quoi, c'était quoi ça et tout ça. Mais la maman ne parlait pas, elle était en tout cas calme, elle dit Shahada, elle avait l'air d'être revenue à elle-même, mais qu'elle n'avait pas, on dirait, envie de parler. Et elle dit là, ils ont rien compris, ils étaient tous assis autour d'elle, quand la maman va jeter le verre d'eau et va se mettre à courir et à partir hors de la maison. Ça doit être vraiment quelque chose de flippant. Et je vous rappelle que tout ça se passe la nuit. Donc Shahada a dit, une fois qu'ils ont pu tous revenir à eux et bouger, le père et les deux garçons sont sortis en train de courir derrière leur mère. Et elle dit, Shahada avec sa tante, ils sont partis au balcon, ils ont couru et ils se sont mis là-bas, ils étaient en train de regarder la scène du balcon. Et elle a dit, Shahada a voyé sa mère, elle était en train de courir, mais vers un endroit, elle dit Khali. Khali, ça veut dire il n'y a rien. C'est un endroit sombre et tout. Pourquoi elle se dirige là-bas? Et elle court, elle dit une vitesse, mais de ouf. Elle dit ses frères, ils sont jeunes.
et ils courent. Ils ont l'habitude, ils font du sport, ils sont sportifs et tout. Ils ont du mal à rattraper leur mère. Et le père, pareil. Et la mère, elle court, elle est là, pieds nus, en pyjama, sans son voile. Parce que en plus, la maman est voilée, elle est sortie sans son voile. Elle était vraiment plus elle-même. Donc de là, elle dit en fait les cris et les arrête-toi, reviens, et des voix des papas et tout ça, et du papa, pardon, et des enfants, ça a ameuté en fait le voisinage. Mais Shada, elle tient à nous donner un détail. Elle dit qu'elle voyait bien sa mère courir, je vous ai dit, vers l'endroit qui était réaliste, ça veut dire qui était vide, qui était sombre. Mais elle dit qu'elle voyait sa mère, en fait, elle regardait cet endroit, en fait, comme si elle voyait quelque chose, ou comme si elle voyait quelqu'un, et qu'elle voulait rejoindre impérativement, eh bien, cet endroit-là. Elle dit, elle n'oubliera jamais Uyun Umma. Elle n'oubliera jamais les yeux de sa mère, comment ils étaient concentrés sur l'endroit. C'était quelque chose qui était pas normal. Donc, je vous ai dit, comme le père, il appelait sa femme et que les garçons aussi appelaient leur mère et que voilà, ça a muté le voisinage, eh bien, les gens du voisinage, ils ont été choqués et eux-mêmes sont sortis et couraient, imaginez-vous la scène, eh bien, derrière la maman pour la rattraper. Et ils ont mis du temps, mais ils l'ont rattrapée. Donc, quand ils l'ont rattrapée, ils l'ont rentrée à la maison et il y avait une des voisines, eh bien, qui était une raqiya. Genre, elle aussi, c'était comme un raqi. C'était une guérisseuse, elle aussi, mais pour les femmes. Et donc, elle a dit, eh bien, au mari, au père de Shada, qu'elle allait réciter un peu de Coran puisqu'elle trouvait que sa femme était pas normale et que c'était sûrement qu'elle avait été touchée par un mal occulte au vu des yeux, eh bien, qu'elle avait, au vu de la vitesse qu'elle avait lorsqu'elle courait, et elle a été touchée par quelque chose parce que la mère n'arrêtait pas de répéter, laissez-moi aller les rejoindre, ils m'attendent, ils sont là-bas, vous les voyez pas, moi je les vois. Et vous vous rappelez, quand je vous ai dit que Shada, elle disait que les yeux de sa mère, ils étaient fixés sur un point, comme si en fait elle voyait quelqu'un, voulait rejoindre absolument quelque chose. Ça fait panique. Donc, elle va lui réciter un peu de Coran en espérant, Inch'Allah, que ce soit juste une histoire de mauvais œil, de haine, et que ce soit pas quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, le mari, il a accepté. Donc, les hommes sont partis dans un salon à côté et les femmes, elles sont restées dans le salon avec la raqiya pour qu'elle récite, eh bien, sur la maman de Shada. Et elle dit, Shada, dès que la femme a commencé à lui réciter le Coran sur elle, elle s'est sentie vraiment mal, la mère. Elle commençait à hurler, 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 hurler. Donc, Shada a dit, une fois que sa mère, elle s'est évanouie et qu'elle est revenue, eh bien, à elle-même, la mère, quand elle s'est réveillée, elle a vu, eh bien, il y avait tous les voisins dans la maison, elle était choquée, elle était perdue, et elle s'est mise à leur dire, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Il se passe quoi? Il arrive quoi? Il s'est passé quoi? La pauvre, elle avait aucune idée, eh bien, de toute l'histoire qu'elle avait vécue. Donc, la raqiya, elle dit, Shada, elle n'a pas laissé les gens parler. Elle a dit, non, mais tu te souviens pas? En fait, tu nous as invités à boire un café, nous, tes voisines, et tu t'es senti mal, tu t'es évanouie, et après, voilà. La dame, elle voulait pas le dire, parce qu'elle voulait pas que la dame ait peur, et que surtout, tout ça rentre dans sa tête. Donc, personne n'avait donné à la mère, eh bien, la véritable raison sur le fait, eh bien, qu'ils soient tous présents, eh bien, dans sa maison. Donc la mère, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, et elle a pu parler. Donc Shada nous dit, le lendemain, eh bien sa mère, c'était elle-même. La journée s'est passée, eh bien comme à l'habitude, tout allait bien, et ils se sont tous dit à l'intérieur de eux-mêmes, à l'intérieur de leur fort intérieur, Alhamdulillah, eh bien c'était juste une histoire de haine ou un événement, eh bien à part. Alhamdulillah, Dieu merci, notre mère n'a plus rien, notre mère se sent mieux. Mais elle dit Shada que le jour numéro 2, à partir du petit déjeuner, elle s'en souviendra, eh bien, toute sa vie. Elle dit, eh bien, le petit déjeuner, comme d'habitude, la maman l'a préparé, elle l'a posé, le père, il a déjeuné, il est parti au travail, et les deux autres garçons sont partis, eh bien, à l'école. Et elle dit, il y avait plus personne à la maison, si ce n'est elle et sa mère. Et elle dit, elle est en train de déjeuner, puisqu'elle a commencé un peu plus tard l'école. Et elle dit que quand elle était en train de prendre son petit déjeuner, elle n'a même pas pu, eh bien, Shada, le finir, comme à son habitude, tranquillement. Pourquoi? Puisque sa mère était en train de la regarder avec nadrat, c'est-à-dire avec un regard effrayant, mais surtout avec ibtisama khariha, c'est-à-dire avec un sourire effrayant. Une tête, elle dit, c'était pas
sa mère, c'était pas possible. Elle avait l'habitude des beaux sourires de sa mère, des beaux regards d'amour de sa mère envers sa fille, mais elle dit que là, c'était un regard noir et un sourire horrible. Donc elle dit c'était absolument effrayant. Elle dit surtout, imaginez-vous vivre ça de la personne pour laquelle vous avez le plus d'amour et le plus confiance. Elle est en train de vous regarder, que vous sans cligner des yeux, avec une tête effrayante, un regard effrayant, et elle vous fait un sourire qui est comme une promesse, une menace, ou pour que tu comprennes que genre, en fait, ta mère, elle n'est pas toute seule. Et on va s'attaquer à elle, et après on va s'attaquer à vous. Et elle a dit, c'est ça qu'elle a compris. Eh bien, Shada, elle était en panique. Donc Shada a dit, elle a récité dans son fort intérieur, eh bien, du Coran, et elle s'est levée, elle est partie à l'école. Et quand elle se retournait, eh bien, pour faire le chemin de la table à manger jusqu'à la porte de la maison, les petits retournements qu'elle faisait envers sa mère, elle la regardait toujours avec ce sourire. Elle a dit, jusqu'à qu'elle a tiré la porte, elle est partie. Elle a couru jusqu'au portail, elle était vraiment en panique. Bon, elle dit, elle passe sa journée d'école normalement. Elle rentre à la maison, le père était déjà rentré, ainsi que ses deux frères. La mère, elle avait l'air d'être redevenue elle-même. Et voilà, elle a passé une soirée, elle dit, habituelle. Elle dit les deux frères, ils étaient partis dans leur chambre, et bien dormir depuis bien longtemps, que elle était en train de jouer sur son téléphone portable, ils étaient aux alentours maintenant de 1h du matin, et que elle entendait eh bien qu'il y avait que le père et la mère qui étaient encore éveillés. Donc Shada a dit, elle était sur son portable puisqu'elle était en train de jouer, de discuter avec ses amis, mais surtout aussi c'était parce qu'elle n'arrivait pas à dormir puisqu'elle ne savait pas en fait sa mère elle avait quoi. Ça lui prenait la tête puisqu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal qui était en train de se passer avec sa mère, mais elle n'arrivait pas à savoir c'était quoi. Donc c'était aussi pour ça qu'elle avait veillé aussi tard. Elle dit à un moment donné, donc Shada a dit à un moment donné, elle entend le père qui dit bonne nuit à sa femme qui part se coucher et elle dit quelques minutes après, elle entend sa mère qui éteint la télévision et la lumière du salon et qui va aussi se coucher. Donc elle dit au bout de quelques minutes, Shada elle a senti de la soif et donc elle va se lever pour aller dans la cuisine pour boire de l'eau. Elle dit sur le chemin de la cuisine, elle voit à travers la porte, vous voyez le bas de la porte, et bien la lumière de la chambre de ses parents qui était encore allumée et surtout qu'ils sont en train de discuter, mais surtout que c'est sa mère qui est en train de parler et bien avec son père en lui disant écoute je me sens pas bien à l'intérieur de cette maison, je me sens pas bien ici, il faut qu'on déménage, il faut qu'on parte, je me sens pas bien. Donc elle dit Shada, sa mère elle faisait que de répéter cette phrase et le mari eh bien lui ne parlait pas, ne répondait pas, son père. Donc Shada a dit qu'elle s'est permise de toquer à la porte et de dire à sa mère si tu te sens pas bien, peut-être tu te sens étouffée là et tout, avant de dormir viens on sort un peu à l'extérieur, on va marcher et on revient. Elle dit sa mère elle l'a regardé en mode tu parles à qui? Elle a dit, elle lui a pas répondu. Donc Shada, elle nous dit que sa mère, elle lui a mis un vent et surtout, elle s'est levée de son lit. Et bien, la mère, elle est partie, genre, encore une fois, au salon. Et Shada, elle se dit, mais attends, si elle a éteint la lumière et la télé, pourquoi elle retourne encore au salon? Donc Shada, elle s'est pas sentie d'aller soit dans la cuisine, soit dans sa chambre, mais elle a voulu, eh bien, suivre sa mère. Et elle remercie jusqu'à aujourd'hui, Dieu le fait, eh bien, qu'elle soit pas partie en premier boire de l'eau ou retourner dans sa chambre puisque sa mère lui a mis un vent. Elle a suivi sa mère au salon et elle a bien fait puisque lorsqu'elle va arriver au salon, elle va trouver sa mère à l'intérieur du balcon qui avait passé une première jambe et bien pour se jeter cappuccino, cappuccinette et bien du haut de leur balcon. Donc de là, Shada, elle nous dit, donc de là, Shada, elle court, elle rattrape sa mère et elle crie papa et le nom de son grand frère, venez m'aider, maman veut se jeter par la fenêtre. Donc le père et le frère, ils se sont levés, ils ont couru et sont venus l'aider. Pour remettre la jambe à l'intérieur de la maison, eh bien de la mère, c'était, elle dit Shada, un combat. Une force qu'elle avait la mère, une force, elle leur disait juste laissez-moi, je dois les rejoindre, je dois mourir. Je dois les rejoindre, je dois mourir. Donc, ils ont réussi, eh bien, à la tirer, à la maîtriser au sol.
Donc une fois que je vous ai dit bien qu'ils l'ont maîtrisé, Shada est partie hors de la maison. Elle s'est mise à courir en direction bien de la maison de la Rakia, de la maison de la femme qui avait déjà lu il y a 2 jours de ça sur sa mère le Coran. Et elle frappe à la porte, elle frappe, elle sonne, elle frappe, elle sonne. Et de là, ils se lèvent puisqu'on était tard dans la nuit et ils lui disent qu'est-ce qui se passe. Donc Shada, tout en pleurant, elle explique comme elle le peut bien à la Rakia qui comprend très vite que la mère a besoin encore d'une séance et besoin d'aide. Donc elle lui dit attends 2 minutes, je vais chercher mon voile et ma abaya et je te suis. Et donc de là, tout le monde, encore le voisinage, a été réveillé et ameuté par ce qui se passait dans la maison de la mère de Shada. Quand ils sont arrivés là-bas, la Rakia a fait encore une séance. Shada, elle a lutté avec elle. Rakia, la dame, a récité 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois pour que la mère enfin, alhamdoulilah, se calme et enfin s'apaise et s'endorme. Et de là, la Rakia, elle était tellement épuisée et fatiguée, bien qu'elle a dit au père de Shada, écoute, il faut que tu trouves un imam, pour qu'il aide ta femme, puisque moi, en gros, je suis arrivée à la limite, j'ai pas de force, c'est trop pour moi, ça me dépasse trop et je peux pas. Là, voilà, j'aide comme je peux, mais c'est mieux, si tu trouves un vrai raqi et un vrai imam qui pourra plus t'aider que moi et apporter la guérison plus rapidement, à ta femme. Donc, le père de Shada, elle nous dit Shada, il a dit ok, il allait faire tout son possible, puisque pour la Rakia, cappuccino, cappuccinette, comme elle a dit au père, elle dit ça se voit qu'en vérité, on a cru que la situation s'était apaisée, que c'était juste une petite histoire d'œil ou une petite histoire de je ne sais quoi, mais en fait, la situation est beaucoup plus grave et beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Donc c'est mieux que tu trouves quelqu'un qui pourra t'aider, mais moi en gros j'arrive à ma limite. Donc le père, il va commencer à contacter la famille de sa femme qui était installée, comme je vous ai dit, depuis pas mal d'années en Arabie Saoudite, pour lui dire écoutez, moi c'est pas mon pays ici, je connais pas les gens, il y a que vous qui pouvez m'aider. Voilà ce qui se passe. Il faut que vous trouviez quelqu'un de bien, pour ma femme, un bon imam, parce que moi je connais personne. En gros on sera au Yémen, j'aurais géré, mais là j'ai besoin de votre aide. Donc le père, il va contacter la grande sœur de sa femme qui habitait en Arabie Saoudite, et c'est à elle qu'il a raconté aussi tout ce qui se passait avec sa femme. Et de là, elle lui a dit écoute, ok, je vais chercher, t'inquiète pas, je vais trouver, mais d'ici là, s'il vous plaît, faites attention à elle, ne la laissez pas toute seule, on sait jamais, et moi je vais gérer cette affaire. Donc le père, il a dit t'inquiète pas, nous on est là, on surveille tant que possible et comme on peut ta sœur, mais vous ne perdez pas de temps et trouvez au plus vite qui pourra lui apporter la guérison. Donc elle nous dit Shada, le temps que la tante et que les gens qui étaient au courant trouvent la personne qu'il fallait pour le cas de la mère, elle dit sa mère ce jour-là, elle a décidé d'aller voir une amie à elle. Et elle avait la tête dure, elle voulait aller voir cette amie. Et donc le père, il a dit à Shada et à ses autres fils, laissez votre maman, ça va lui faire du bien, parce qu'elle avait l'air à cet instant-là, cappuccino, cappuccinette, d'être redevenue elle-même. Donc laissez-la partir, ça va lui faire du bien. Et après, elle va rentrer, surtout qu'entre la voisine qui voulait aller visiter son amie et leur maison, il y a juste une rue. Donc, la mère est partie et Shada a dit qu'elle a décidé de s'installer dans le balcon puisqu'elle avait vu sur la maison de la dame et vu sur la route et elle pouvait surveiller sa mère, tu vois. Et donc, elle était assise au balcon et tout ça et elle dit que sa mère, quand elle va voir qu'elle est en train de revenir, Shada, elle n'oubliera jamais ce qu'elle va voir de la part de sa mère. Donc, elle dit, Shada, elle était assise au balcon, elle regardait les gens passer, venir, les voitures et tout. Et elle dit, donc elle voit sa mère qui est en train de revenir et sa mère qui marche normalement. Et elle dit à un moment donné, c'est comme si sa mère avait su ou savait que Shada, elle était assise au balcon et qu'elle la regardait. Et elle dit, Shada, de là, elle voit sa mère qui lève tout doucement sa tête en sa direction. Elle ne tourne ni à droite ni à gauche, ni regarde en l'air, ni en bas, elle la regarde, elle, directement, pile dans ses yeux. Et elle dit de là, elle lui a fait le même regard et le même sourire qu'elle lui avait fait lors du petit déjeuner, tout en avançant avec
ce sourire-là et cette tête bizarre en direction de la maison de Shada. Donc Shada, elle dit, elle était en panique, elle paniquait de sa mère, elle avait peur de sa mère et sa mère qui avait cette tête-là et ce sourire-là en sa direction. Oh my God, ça fait tellement flipper, je peux même pas m'imaginer ça, je peux même pas m'imaginer cette sensation qu'elle a dû ressentir. Elle-même, elle dit, à cet instant-là, c'est toute la peur de la terre, du monde qu'elle a eu à cet instant-là de voir sa mère qui était comme ça avec elle. Donc elle dit, Shada, les voitures, ça passe à côté de sa mère. Quelques passants, elle ne calcule pas, elle reste fixée. Et bien sûr, Shada, qui était au balcon, elle a regardé avec ses yeux effrayants et ce sourire. Donc elle dit, Shada, elle appelle son père en hurlant et ses frères. Et elle leur montre et eux aussi, ils ont vu, ils étaient en panique. De là, Shada, elle prend son téléphone, elle dit à la Rakia, elle la supplie, la voisine, elle lui dit, écoute, ma mère, elle arrive, et ça se voit qu'elle est encore, genre en gros, ça se voit encore qu'elle est plus elle-même, et qu'elle va avoir besoin de ton aide et d'une séance. Donc la mère, quand elle est arrivée, et donc directement maîtrisée, la Rakia, elle est venue, et elle a récité comme elle a pu, jusqu'à encore une fois que la mère, elle s'est évanouie, et qu'elle s'est endormie. Mais à cet instant-là encore, ils n'avaient toujours pas trouvé l'imam qui pourrait les aider. Donc finalement, hamdoulillah, au bout de quelques jours, la grande sœur de la mère, elle appelle son beau-frère, elle lui dit, écoute, j'ai trouvé quelqu'un de notre famille à nous, un cousin à nous, qui est un raqi, qui s'y connaît, on ne savait pas, on lui a parlé de l'affaire de un tel, et il a dit qu'il va venir l'aider. Par contre, sa seule et unique condition, c'est que à la maison, quand il va venir réciter, il faut qu'il n'y ait que toi et le grand-fils, mais les autres enfants, il faut qu'ils soient partis hors de la maison parce que voilà, ça peut être vraiment très grave et dangereux pour eux. Donc le père, il a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc au début, Shada nous dit que c'était des ruqya par téléphone et puis après, il est venu et que voilà, à force de faire, alhamdoulilah, sa mère commençait à se sentir mieux. Mais l'imam, il va leur dire quoi, qui était le cousin, éloigné de la mère de Shada, il va leur dire en fait que ça, ce qu'elle a la mère, c'est pas genre elle a été touchée par un démon, un bismillah, ou quelque chose d'autre, non. En fait, ça, c'est dû à la sorcellerie, au sihr. Si la mère, elle a été dans tous ces états-là, jusqu'à vouloir se tuer, c'est à cause de sorcellerie, cappuccinette. Je vais vous développer. Shada, en fait, elle nous dit, que c'est simple. Sa mère, elle a été ensorcelée par des voisins à eux, là où ils habitaient, avant d'habiter en Arabie Saoudite. Parce qu'il y avait quelques problèmes entre la voisine et la mère de Shada. Et c'était des disputes au début pour rien du tout. Vraiment des petites disputes banales. Et la femme n'a pas supporté que la mère de Shada ne se soit pas laissée faire et qu'elle ait une boca, qu'elle ait une bouche et qu'elle se soit défendue. Donc cette dame avait tout simplement décidé de faire de la sorcellerie pour se venger de la mère de Shada. Et donc, la voisine, pour se venger, comme je vous ai dit, a décidé de faire une sorcellerie sale, à la mère de Shada, pour qu'elle perde la tête et qu'elle n'ait qu'une seule envie et un seul objectif. La mère de Shada, c'est mettre fin à ses jours. Vous vous rendez compte la méchanceté pour une petite dispute de voisinage de rien du tout, on vous ensorcelle comme ça. Il faut vraiment que tu aies un cœur noir, que tu sois vraiment un humain, vraiment déglingué du cerveau, pour que tu et l'idée de faire ça pour une banale dispute de voisinage, que tu veuilles priver des enfants de leur mère, que tu veuilles faire des orphelins pour une dispute comme ça, pour une histoire de voisinage. Ça m'a grave choqué. Et tout le monde a été choqué de par cette affaire, puisque c'était durant les séances de Ruqya que la chose qui était dans le corps de la mère a parlé en disant non, je peux pas partir, je dois d'abord la tuer, elle doit d'abord mourir, puisqu'elle a fait ça, il y avait des disputes avec un tel, et la chose, elle a donné le nom d'un tel, et c'est pourquoi elle avait fait ça et tout. Et c'est comme ça, cappuccinette, qui sont su que c'était les ex-voisins qui avaient fait ça à la mère. Mais c'est vraiment... Mais j'arrive pas à comprendre ces gens et je les comprendrai jamais. Donc, elle nous dit, Shada, il est resté, le raqi a soigné sa mère pendant un long petit moment. Et, alhamdoulilah, de jour en jour, elle se sentait mieux, elle est redevenue elle-même, jusqu'à guérir totalement. Mais elle dit quand même, il y a
quelques traces bien de ce sihr de cette sorcellerie qui est encore ancrée en la maman, à savoir bien que lorsqu'elle s'énerve, elle casse toujours de la vaisselle et que parfois sa voix n'est plus totalement la même, mais qu'il n'y a plus de choses très graves, c'est-à-dire les sourires, les yeux et tout, de la part de la mère envers sa famille. Et surtout que la mère est devenue un peu plus assidue au niveau de sa religion et c'est pour ça qu'elle arrive bien à se protéger et à se maintenir comme ça au maximum. Donc si vous comptez dans les jours à venir vous disputer avec vos voisins, faites vraiment attention parce que voilà, on peut vous ensorceler pour une raison banale. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette histoire numéro 2. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé ces deux histoires, l'une paranormale, c'est-à-dire un endroit habité, et l'autre, malheureusement, c'est la personne qui a été habitée, une histoire de possession vraiment très grave. Donc je vous invite à dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux histoires là et laquelle des deux vous a fait le plus flipper. Moi je sais pas, parce que j'avoue, je m'imagine aux toilettes la nuit, t'es là, tu fais ton petit pipi et quelqu'un il toque alors que tu sais que t'es tout seul, ok, crise cardiaque, et de l'autre côté tu vois ta mère qui te regarde avec une tête et un sourire qui n'est pas le sien. Ok, choix cornélien. Mais au choix, je peux pas. Crise cardiaque dans les toilettes et crise cardiaque si je vois ma mère avec une tête bizarre. Non, on est seul. Que Dieu nous préserve et nous protège. Mais vous, dites-moi, cappuccino, cappuccinette, ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai beaucoup d'histoires comme ça que je peux compiler en une seule vidéo à vous partager. Donc, si ce nouveau format vous plaît, dites-le moi en commentaire, pour que je vous tourne au plus vite une seconde partie, une troisième partie, etc., puisque j'en ai pas mal à vous partager de cette manière-là. En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir. J'ai un nouvel endroit. Je vais encore mieux le customiser, Inch'Allah. Je vais rajouter une petite LED et tout. Parce que là, j'ai un nouveau fauteuil. Faut juste, je trouve, un truc pour être mieux calé. Mais voilà, j'ai un nouveau fauteuil, j'ai un nouveau endroit. Là, si vous saviez ce qui est en dessous, de ma valise... je vous l'ai dit, je suis trop bête. Au-dessus de mon micro, c'est une valise. Donc voilà, j'ai créé un petit studio. J'aime trop cet endroit. On est bien avec la fenêtre et tout. J'aime trop comment ça fait. Donc dites-moi vraiment si ça vous plaît que je continue ce format-là. En tous les cas, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit like s'il vous plaît, à me rajouter sur les réseaux sociaux si c'est pas toujours fait. On est maintenant, attendez, je vais vous dire, on est combien sur mon TikTok? On est 106 000 les gars, donc venez, rejoignez-moi, tout le monde aime. Vous pouvez m'envoyer vos histoires par email, je les raconte là-bas. Et voilà, en tous les cas, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte que vous me disiez que ce format-là vous plaît et que ça vous fait deux histoires en une vidéo et que vous avez envie d'en avoir plus. Alors moi, je ne demande que ça, mais j'attends de voir si cela vous plaît afin que je vous tourne de plus en plus de vidéos pour cette année 2023. En tous les cas, une nouvelle fois, je vous souhaite une très bonne année, une très belle année 2023. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!